Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 16 mars, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Shanghai en Chine, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. C'est Simon Bachand, de retour au F1 Podcast, qui vient de connaître tout un Grand Prix. Là. Je suis sûr que je sens l'excitation déjà de ton côté, Simon. Début de saison, on a eu un bon spectacle en Australie. Puis là, on était tous sur le bout de notre chaise pour voir est-ce que le momentum va se bâtir, va se poursuivre dans le deuxième Grand Prix de l'année, dans le deuxième week-end de course. On va en venir plus tard, mais j'ai l'impression que je te sens fébrile là, de jaser de ça. Oui, je le suis. Excellent Grand Prix de Chine, à mon avis. Et je suis surtout heureux de voir qu'on pourrait avoir une bataille inter-équipe chez Mercedes. Évidemment, il est encore tôt, mais ça regarde bien. Alors oui, je suis fébrile. Écoute, avant qu'on aille vraiment dans le dimanche, la journée de samedi, puis toutes ces choses-là, comme on le fait, comme on en a l'habitude de le faire, sujet d'actualité qui a frappé. On en avait glissé un mot dans le podcast de vendredi, selon toute vraisemblance. Moi, je me doutais que c'était quelque chose qui était à quelques heures près ou à quelques jours que la décision allait être rendue, puisque tout le côté logistique d'organiser un événement international comme un Grand Prix de Formule 1 faisait en sorte que on pouvait pas arriver 2 semaines avant dans un pays qui est peut-être plus en guerre ou qu'on ne sait pas s'il l'est encore, puis dire nous, on s'en vient compléter des tours d'une épreuve de course. Là. Tu sais, il y a des choses plus importantes que ça. Donc, Bahreïn a été cancellé, Arabie Saoudite a été cancellé. Les conséquences de ça, c'est que ça fait un trou béant en début de saison après le Grand Prix du Japon, donc qui est le prochain. Ça va faire environ 5 semaines avec aucune activité, pas de Grand Prix. Ça fait spécial, mais admettons qu'on le regarde du côté positif, avec la nouvelle réglementation, si on avait construit le calendrier comme ça, je dirais, on fait une coupe d'événements, on fait 3 Grands Prix, puis après ça, on se laisse une petite pause pour ajuster le tir et continuer de perfectionner nos machines. Si ça m'avait été présenté de même au début de l'année, j'ai l'impression que j'aurais trouvé qu'il y a une certaine logique derrière ça. Ouais, moi, j'aime quand même mieux que les équipes fassent leurs essais en piste avec Ouais, des mais j'essaie caméras d'être qui regardent, là. optimiste. Je Ouais. sais. Je te Je comprends, mais... vois où tu vas en venir, là, mais la F1 a décidé il y a plusieurs années qu'on faisait plus d'essais privés tant que ça, Ouais. quasiment plus, en fait, puis qu'on faisait les essais les vendredis. Les vendredis, puis pour les équipes qui ont de la misère comme Aston, ben, toute la fin de semaine. Alors, je préfère quand même la nouvelle formule, mais tu sais, l'actualité internationale force la note. Là, on a comme pas le choix. Alors, ça aurait été vraiment maladroit et même dangereux d'aller courir là-bas. Puis, je pense que la F1 n'avait pas envie d'y aller. Ça reste qu'il ne faut pas oublier que ça appartient à des intérêts américains, donc on aurait pu être une cible. Oui. Alors, sachant tout ça, là, je pense que ça n'avait aucun bon sens d'aller là-bas. Non, puis juste le fait que normalement, sans trop rentrer dans la géopolitique, mais ces gens-là aiment attaquer des événements comme ça aussi, tu sais, Ben de oui. frapper fort là-dedans, envoyer un message clair. C'est de valeur, il y a des innocents au travers de ça, mais souvent c'est des choses qui sont pas pris en considération au début. Là, tu sais. Fait que, en tout cas, avant d'en arriver là, puis d'être obligé d'éviter une catastrophe, je trouve qu'on était quand même proactif dans la situation qui se présentait à nous du côté de Liberty Media et du côté de la Formule 1. On annule ces 2 Grands Prix-là. Malheureusement, il n'y a pas de remplacement. Donc, on va pas du côté d'Imola, on va pas du côté ailleurs. Est-ce qu'on va le repositionner dans la saison? J'ai bien peur, je pense que non. Ce sera pas possible. Non, moi non plus, j'ai de la misère à voir où est-ce qu'on Ouais. pourrait les mettre. Tu sais, on s'est laissé une porte ouverte, là, mais quand on regarde le calendrier, il n'y en a pas de place. Alors, Non. c'est bien difficile à justifier. Puis Euh, le voyagement aussi, quand on va être dans ces zones-là, tu sais, si on parle de quand on va retourner, si jamais on peut aller au Qatar ou on peut aller en Émirats arabes unis à la fin de la saison, mais non, moi non plus, je vois pas. mais tu fais bien de dire si jamais, parce que Ouais. ça peut s'éterniser, ce conflit-là. Et là, tu sais, on a beaucoup dit en fin de semaine que la F1 respectait son contrat de télévision en livrant 22 courses, même en annulant ces deux-là.
Sauf que là, à la fin de la saison, ça pourrait changer de beaucoup la dynamique de la saison. En fait, c'est ça que je veux dire. Si Ouais. on doit retrancher 2 autres courses au Qatar puis à Abu Dhabi, ben, la saison pourrait devoir se terminer plus tôt. Ça pourrait changer le visage du championnat. Si ça peut changer, comme tu dis, le visage du championnat, contrat de télévision aussi. Je pense qu'il y a des gens derrière ça qui vont comprendre, mais ça reste que c'est écrit, il y a des monteurs attachés à ça. Donc la Formule 1, on tombe dans toute la paperasse, mais tout ce que ça implique de ne pas pouvoir aller là. Moi, je te dirais que c'est encore loin, mais il me semble que c'est encore proche aussi. Quand tu regardes ça, tu dis ces genres de conflits-là, encore là, je veux pas nécessairement qu'on rentre dans comment la guerre fonctionne, comment c'est Mhm. commencé, mais on a un conflit qui est très différent, mais quand même celui qui est en cours entre la Russie et l'Ukraine depuis déjà un bon moment. Certains prévoyaient que ça durait quelques mois, puis on est à plusieurs années. Donc, on pourrait, si on extrapole, on pourrait dire que Bahreïn l'année prochaine est même en danger, puis Arabie Saoudite peut-être aussi. Là. Si on regarde comment ça fonctionne présentement, donc c'est réaliste de penser que Qatar et Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis à la fin, là, je sais pas, j'ai Dubaï dans la tête, puis c'est pas ça pantoute, mais Abu Dhabi plutôt. Si on regarde ça, ben oui, il pourrait y avoir cancellation de ces deux événements-là. Si je reste du côté positif, Simon, la chose, ok, je te Oui. parlais, je sais que tu n'étais pas d'accord à entendre parler encore du fait que les écuries auront du temps pour se préparer ou Bon. perfectionner leur technologie. Sauf que côté plafond budgétaire, c'est quand même intéressant de voir que normalement, notre plafond est fait pour 24 courses. Là, il y a certaines équipes Hmm. qui ont passé beaucoup de pièces depuis le début de la saison, qui commençaient déjà peut-être à voir, hey, on va manquer de composantes pour nos moteurs, pour le turbo, pour les. Tu sais, il y a beaucoup de composantes qui passent là. Ça pourrait quand même. J'ai l'impression qu'il y en a qui accueillent ça, peut-être d'un œil positif ou optimiste comme moi depuis le début Oui, de l'épisode, là, de dire ah, on va sauver un peu d'argent puis on va être capable d'utiliser pour faire d'autres choses. ouais, dans ce sens-là, oui. Tu sais, Cadillac qui commence à perdre des pièces un peu partout le long des circuits, là. Peut-être que pour eux, c'est positif, effectivement. C'est ça, Aston Martin avec tu sais, déjà Honda, même Les ça va, batteries, ben, ça quand va ils laisser le temps. l'utilisent pas, ils se brisent pas. Elle se brise pas, pendant que l'auto vibre pas, roule pas, mais elle vibre pas. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'essaie de ramener un peu j'essaie de quoi de positif, parce que c'est quand même à la base, je sais qu'on s'est fait enlever 2 Grands Prix de Formule 1, 2 week-ends de course, parce que c'est pas juste des courses, on aime ça, les qualifications et tout ça, les séances d'essai libres, ça c'est pas évident. On a un gros trou aussi en début de saison où il y aura pas d'épreuve. La seule affaire, je me dis, c'est ça. Les écuries auront peut-être le temps de faire des pièces, ceux qui sont déjà un peu en déficit de ce côté-là. Maintenant, passons au week-end de course en débutant par la journée de samedi. Là, je sais que vous pouvez m'écrire des messages là-dessus, mais ça se peut que je me trompe parce que pour certains, c'était samedi. Il y en a d'autres qui c'était vendredi soir, c'était jeudi. C'est un week-end qui est assez mélangeant, le côté tableau. Pour se rappeler, on était rendu où? Là, je peux te dire que je suis mélangé. J'ai de la misère à savoir qu'on est dimanche aujourd'hui ou si on est lundi. Avec ce genre de décalage horaire L'horaire de nuit. ouais, que nous impose ces grands prix-là. Mais ça pour dire, on va continuer comme on est d'habitude, la journée de samedi dans le fond, qui se débutait par une course sprint, une course de 100 km, sur un circuit qui est fort intéressant, qui devient quand même assez habituel depuis qu'on est retourné en Chine après la COVID. On a cette formule sprint-là qui se prête super bien au tracé international de Shanghai. Et j'ai beaucoup aimé cette course sprint-là. Comme plusieurs, je suis pas réfractaire, là, j'aime le format, mais il y a des courses sprint où on se contentait de se suivre. Il fallait faire bien attention pour pas avoir d'accident parce que les qualifications sont quelques heures plus tard. J'ai pas senti ça vendredi ou samedi, là, peu importe. J'ai trouvé, là, tu sais, il y avait des beaux duels, il y Ouais. avait des belles batailles, il y avait des beaux dépassements. Moi, j'ai trouvé que c'est la meilleure course sprint que j'ai vue depuis qu'on a lancé ce format-là. J'ai vu ton commentaire après, puis ça m'a fait réfléchir là-dessus. J'ai pas été capable de trouver, puis pas parce que je voulais te contredire, mais j'ai pas été capable de trouver un Mhm. argument béton pour te dire non, t'as pas raison, celle-là était meilleure. Tu sais, j'ai Silverstone en tête qui en a eu une très bonne il y a quelques années, mais encore là, 2021? oui, puis Ouais. les dépassements Perez-Leclerc, mais encore là, ouais, je pense que l'argument est très valable que ces dépassements-là, c'était peut-être même de la. Tu sais, il y en a certains qui vont faire un argument que c'était pas des dépassements de la même façon, qui n'étaient pas construits de la même manière. Ça, c'est les nouvelles F1 qui appellent ça. Mais quand même, on l'a eu, cet échange de position-là dans la sprint aussi. L'année dernière, c'était pas mauvais aussi avec Hamilton puis Verstappen qui s'était échangé quelques fois de mémoire la position. Mais là, on a vu quand même, je trouve qu'on a repris ce qu'on avait laissé en Australie. Même si on s'attendait que ça serait différent, parce que la façon de récupérer notre énergie sur le circuit de Chine n'est pas du tout pareil à ce que offrait celui de l'Australie, celui de Melbourne.
Donc, on s'attendait à quelque chose de différent, mais quand même, le temps que les pilotes fassent les ajustements nécessaires pour savoir, OK, comment j'utilise toute cette puissance-là que j'ai de disponible sur un tour, puis où je la prends, bien, ça nous a quand même offert un bon spectacle dans la course sprint, comme tu dis. C'est le but d'une sprint, c'est supposé d'être de l'action du début à la fin. Puis en plus, on a eu une voiture de sécurité, ça a fait ça fait que on a pu changer les pneus, puis ça a comme donné une fin aussi où on n'était pas obligé nécessairement de ménager les pneus, ce que je déteste le plus là, dans une course sprint, ça ne devrait pas avoir lieu. Là. On s'entend là-dessus. C'est ça, exactement. Si on regarde le positionnement, c'est George Russell qui remporte la course sprint. Je pense que le point tournant de ça, c'est qu'on a réussi notre départ. On peut dire qu'on a quand même réussi notre départ du côté de Mercedes, mais Antonelli, c'était encore très compliqué. Là. Le départ n'a pas fonctionné. C'était un copier-coller un peu de ce qu'on avait vu justement en Australie. Oui, exactement. Donc, ça faisait 2 mauvais départs consécutifs, ce qui lui posait un beau défi pour la course. On y reviendra. Parce que j'avais peur que, justement, des fois, avec les départs, là, comme on l'a vu avec Lando Norris là, récemment, quand McLaren s'est mis à gagner les Grands Prix, à un moment donné, tu en connais un mauvais, puis tu en connais un deuxième mauvais, puis à un moment donné, ça te met à jouer dans la tête, puis là, tu te demandes si tu fais les bonnes choses, puis finalement, tu creuses ta tombe un peu. J'avais peur qu'Antonelli embarque dans cette dynamique-là. Et contrairement à l'Australie, où il a été très calme après avoir manqué son départ, où il sentait qu'il avait le temps de remonter, là, pendant la sprint, il était plus pressé, Antonelli. Ça a d'ailleurs mené à un contact avec Adjar puis à une pénalité. Donc là, ça l'avait encore plus affecté, ce mauvais départ-là. Côté de Russell, a fait tout ce qu'il fallait. Il faut s'habituer à voir les Ferrari prendre la tête au départ et à ce que les Mercedes les dépassent quelques tours plus tard, mais ça nous donne un beau spectacle jusqu'à maintenant. C'est ça qu'on a eu. J'ai envie de faire un suivi avec toi sur le texte que tu as écrit cette semaine sur la page de F1 Podcast. Oui. Tu faisais appel à George Russell, dans le fond, de peut-être pas nécessairement être plus prudent, mais apprendre à gérer la tête d'une course. Là. Donc, être à l'avant, bien sûr, c'est l'art d'être à l'avant. C'est pas tout le monde qui sait comment on fait ça. Souvent, les pilotes vont dire, ben, il y en a qui vont dire, ben, j'ai déjà été à l'avant à un certain moment. Sauf que George Russell, c'est quand même quelques années qu'il est en F1. Donc là, il redécouvre un peu cette position-là. Et puis le faire dans cette série-là, ben, c'est pas pareil comme le faire dans une série plus régionale ou dans les sous-catégories comme la F2, la F3. Donc, il arrive à l'avant, il doit gérer un peu le tempo ou un peu gérer quand est-ce faire ses dépassements ou quand est-ce mettre de l'énergie. As-tu été satisfait? As-tu trouvé qu'il y avait une amélioration par rapport à l'Australie ou tu l'as trouvé encore trop agressif? Non, j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration par rapport à l'Australie. J'ai surtout senti moins énervé. Oui. En Australie, je le sentais pressé. Il fallait tout de suite qu'il revienne en tête parce qu'il n'était pas à l'aise sinon. Là, il s'est fait, honnêtement, à Hamilton dans le premier tour. Moi, j'ai trouvé ça très beau, là, le dépassement qu'Hamilton a fait. Je pense que George a été surpris. Là, il s'est comme posé. Il a dit OK, mais il sait maintenant qu'il a la meilleure voiture. Il sait que si tout va bien, il va être capable de redépasser la Ferrari dans les prochains tours. Alors, il a pris le temps qu'il fallait. Il a bien fait les choses. Et à la fin, il était bien en avant. Donc, j'ai beaucoup aimé le calme avec lequel il a fait bataille avec Lewis Hamilton dans la sprint. Si on reste dans la gestion de l'agressivité, Charles Leclerc n'était pas vraiment content après Lewis Hamilton. Comment as-tu trouvé cette bagarre-là entre les deux Ferrari? Si tôt un samedi matin là, de voir ça, je ne sais pas si tu l'as regardé à 3 heures ou je pense qu'il y avait une reprise à 1 heure un peu plus conviviale. Ah ben moi, je l'ai vu, je pense que c'était à minuit. Oui, excuse-moi, tu as raison. La sprint, c'était à 11 heures minuit, tu as raison. Fait que tu l'as vu en ouais, c'est direct? ça. Donc ça, Ben je oui, l'ai vu en direct, on s'est parlé celle-là. après. C'est ça. Oui. Fait que, mais Puis j'ai trouvé que, oui, j'ai trouvé que Charles, je me suis dit, il va falloir qu'il s'habitue peut-être. C'est ouais. peut-être plus comme l'année passée. Puis il était peut-être un petit peu sur les nerfs. Là, la course d'aujourd'hui m'a fait montre que finalement, des fois, les messages radio peuvent nous mener en erreur, là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, ce que je retiens surtout, c'est que j'ai hâte de voir la dynamique chez Ferrari, comment ça va se développer, là, avec la fin de semaine qu'on a eue, puis la saison qu'on va avoir, là, on sent qu'on est ailleurs par rapport à l'année passée, puis j'aime beaucoup ça. Parlant des tailleurs, on avait bien sûr les deux voitures rouges qui se battaient avec Russell. Puis après ça, tu avais Norris à l'arrière de ça qui était un peu largué. Il n'était pas vraiment capable de suivre Ouais. les autres. Tu avais même Antonelli, lui, qui a eu pénalité pour le contact. On le disait à cause du mauvais départ, ça a forcé ça. On a bien fait en passant de chez Mercedes. Je voyais des gens qui se posaient la question pourquoi qu'on avait servi la pénalité tout de suite à l'arrêt au puits. Ben, c'était la meilleure façon à faire parce que quand on ressortait, ben, les voitures étaient collées à cause de la voiture de sécurité. Donc, de toute façon, on faisait un arrêt au puits. Donc, c'est mieux de le faire là. On n'avait pas le choix même. Puis ça me fait rire parce que je voyais du monde penser que l'arrêt au puits d'Antonelli avait été raté chez Mercedes. Finalement, c'était juste à cause de ça. Non, non. Mais j'ai été surpris que malgré le mauvais départ,
malgré la collision, le jeune pilote de 19 ans maintenant était quand même capable de remonter puis de revenir dans la course. Là. La sprint, bien sûr, c'est sûr que, comme je dis, finalement, il s'est passé des choses que il n'a pas pu remonter sur le fameux podium ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé qu'il a quand même, il a continué de se battre. Je l'ai trouvé impressionnant dans cette course-là, malgré son imperfection. Là. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, ça donne aussi une bonne idée du niveau de la Mercedes, de sa Oui. supériorité sur les autres voitures. J'avais écrit, si on veut savoir ce que vaut la Mercedes, regardons les remontées d'Antonelli, là. Il fait quand même assez facilement. Ça a Oui. été un petit peu plus difficile dans la sprint, comme on disait, parce qu'il y a eu ce contact-là avec Hadjar là, au début. Mais s'il n'y avait pas eu sa pénalité de 10 secondes, il était sur le podium. Pour moi, ça fait pas de doute, là. Non, ça fait pas de doute, exactement. Mais j'ai trouvé que c'est le côté mental aussi. Tu sais, c'est pas laisser décourager. C'est sûr, comme tu dis, le fait Ouais. quand tu sais que tu as la voiture entre les mains aussi, ça aide à rester positif. Mais il a bien fait, là. Il a bien fait de remonter. Piastri à l'arrière, qui avait finalement une chance de piloter sa voiture dans un esprit plus compétitif. Donc, lui, il a réussi à terminer sixième, septième pour Liam Lawson et huitième pour Oliver Burman. Lawson et Berman, des belles performances. On a réussi à aller chercher des points. Ça dit beaucoup quand même quand que tu réussis à terminer. Tu es la petite écurie de Red Bull, tu réussis à terminer dans les points. Tu conduis une Haas, tu es à ta deuxième saison de F1, tu termines devant Verstappen. Donc les deux pilotes ont très très bien fait. Puis Red Bull, ben, de leur côté, Verstappen a un peu vécu ce que Lawson avait vécu en Australie, c'est-à-dire tu veux bien t'élancer de la grille de départ, mais ta voiture a décidé autrement, ou plutôt ton groupe motopropulseur n'a pas pris le départ en même temps que tout le monde. Ouais, puis à part ça, après ça, il n'y a rien à faire. Et Ouais. on sent quand même que la Red Bull a un certain plafond là, jusqu'à maintenant. Et il est capable de gagner des places Verstappen, mais quand il arrive à la 6 ou septième place, là, que ce soit en Australie ou dans la sprint ou même dans la course en Chine, après ça, il arrête là. Il n'y a Il plus de arrête pneus. d'avancer. Ouais. Les pneus sont plus là. Fait que c'est ça que. C'est ça, il a tout donné, puis il n'y a plus de Ouais. rythme. Puis là, ben, on sent qu'il est plus capable d'aller plus loin. Puis si on s'en va après ça, quelques heures plus tard, après tout ça, mauvais départ de Kimi Antonelli dans la course, on l'a dit, accrochage, tout ça, il a réussi à combattre et à continuer de rester là. Puis là, quelques heures plus tard, ben, c'est le temps de reprendre le volant et d'essayer d'aller signer la pole. Là. Il sait, là, il a une très bonne voiture, il a l'exemple avec George Russell, il sait ce qu'il a à faire, puis il réussit à devenir le plus jeune pilote dans l'histoire. Il a quand même beaucoup, là, quand on regarde la différence avec Vettel, à sécuriser une pole position en Formule 1. T'en as vu plus qu'un, toi, des polemen dans ce sport-là. Et qu'as-tu pensé de celle-là de Antonelli? C'était à prévoir, là. On savait qu'il y en aurait une cette année, sinon on aurait été pas mal déçus. Oui. Mais de le faire au deuxième Grand Prix de la saison, je trouve que ça envoie un message clair, non seulement à George Russell, à Mercedes, mais aussi au reste du monde de la Formule 1, de dire commencez pas à donner des championnats tout de suite après une course. Là. Peut-être que la couleur de la voiture est encore pareille, mais au moins, on pourrait espérer, même si il y a un déficit au niveau de l'expérience, quand même, Antonelli, ne pas le compter pour battu là, pour autant, là, juste après deux courses. Et le scénario que j'avais peur en début de saison, dans l'optique où on veut une course au titre qui dure longtemps, là, c'est de voir Russell en enfiler 3-4 de suite. Je pense qu'Antonelli aurait gagné un Grand Prix assez rapidement. En pré-saison, je lui prédisais Bahreïn. Bon, il n'y aura pas de Grand Prix de Bahreïn, il l'a fait avant. Mais j'avais peur que Russell gagne, mettons, 3 Grands Prix consécutifs. Et là, tu sais, il y a déjà une bonne marge avec un peu tout le monde, puis qu'à un moment donné, il y a une course plus difficile, que ce soit pour des raisons mécaniques ou autres. Puis là, Antonelli est assez bon pour prendre le relais. Mais à ce moment-là, il n'y a pas tant de pression. Là, il s'est maintenu dans la course au titre. Il a profité des ennuis de Russell en qualification, mais il faut qu'il le fasse, il faut qu'il soit capable de le faire. Puis c'est très important. Exactement. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'as pas de chance pour le championnat. Parle-en à Alors, Red il l'a Bull. fait, là. Parle-en à Red Bull, parce que moi, c'est ça que ça m'a fait Ben passer, oui, de dire exactement. exactement d'avoir un pilote capable de rattraper la balle au bon. Tu dis, George Russell, c'est pas de sa faute. C'est hors de son contrôle, ennui mécanique du côté de Mercedes. Le monde a changé le volant, puis ça a l'air de s'avoir replacé, mais ça a quand même créé un stress, ça a changé la routine de préparation. Donc, on savait qu'il se passait quelque chose du côté de Mercedes et on avait besoin de quelqu'un pour se lever. Et Kimi l'a fait, comme tu dis. Faut être capable de mettre ce temps-là ensemble lorsque l'occasion se présente. Il a réussi à le faire. Oui, puis tu sais, du côté de Russell, peut-être qu'il a été quand même juste un petit peu plus prudent que nécessaire pendant Oui, son ultime tour là, dans Q3. Et je pense que c'est compréhensible. Tu sais, c'était plus important de prendre le départ assez près de la pole plutôt que de tout donner puis de risquer de partir 10e. Alors,
peut-être que ça a aidé aussi Antonelli, mais ça n'enlève rien du tout. Moi, j'ai trouvé très bon, justement, puis sans oublier que c'est quelques heures, justement, après cette course sprint-là, où ça avait été coup-ci, coup-ça pour lui. Il a été capable de faire le vide. Il dit, on repart à zéro, puis je fais mon tour, puis arrivera ce qui arrivera. Puis écoute, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit excellent, puis c'était le meilleur temps. Puis rappelle-toi, en Australie, on avait discuté de ça justement lundi dernier, à quel point que la mémoire à court terme chez Antonelli Mhm. était bonne, qu'il peut arriver quelque chose où ce que certains pourraient s'écrouler ou du moins se rajouter un stress qui n'est pas nécessaire. Mais lui, il est vraiment capable de tracer la ligne, de dire, OK, j'enlève mon casque ou je sors de la voiture, là, ce qui vient d'arriver, ben, c'est fini, puis on recommence à zéro. J'imagine que quand il y a du positif, on s'en sert, puis on lui rappelle pour qu'il puisse bâtir là-dessus. Mais je sais qu'on a changé beaucoup son approche en milieu de saison l'année dernière. On trouvait qu'il y avait quelque chose on focusait un peu trop sur le résultat avec lui, puis on a décidé de changer un peu les objectifs, ou du moins ce que lui devait penser avant une course, puis ça semble porter fruit parce que vraiment, je trouve ça impressionnant de voir à quel point il est capable de tracer une ligne avec ce qui se passe. Tu le dis, là, il est arrivé pas mal de choses dans l'avant-midi pour lui, d'arriver de faire la pole, puis en plus, déstabiliser un peu, de dire ah, George pourra peut-être pas faire la pole, donc je dois me lever pour l'équipe, il a réussi à le faire. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Parce qu'il y en a un qui avait les dents longues, hein, celui qui a le plus de pole dans l'histoire du Ouais. circuit de Chine, qui a le plus de victoires aussi que l'année dernière pendant la sprint. Je pense qu'il y a même cru un peu plus tôt dans la journée de samedi qu'il pouvait peut-être accomplir ça aussi, encore une fois, venir brouiller les cartes puis récolter une victoire avec une Ferrari lors de la course sprint. Mais quand il s'est repris en après-midi, j'ai trouvé qu'Hamilton, il avait faim. Et puis, fallait pas là, qu'on l'échappe. Il en fallait pas plus du côté de Mercedes parce que d'après moi, il aurait été capable de se faufiler. Mais avec les limites quand même de sa voiture, il a fait le maximum et a réussi à se qualifier devant Charles. Ça, c'est bon pour sa confiance. Absolument. Puis je pensais que j'avais mis une première qualification devant Leclerc. Je pensais que ça faisait des lunes. Là, j'ai regardé. Finalement, c'était depuis Singapour l'an passé, donc c'est pas si loin. Mais reste on avait perdu l'habitude de penser qu'Hamilton Ouais. pouvait devancer Leclerc. Et là, honnêtement, je pense qu'on a un Hamilton revigoré cette année, là. On a retrouvé le Hamilton qui a envie de se battre. Et ça fait du bien. Je suis content de voir ça. Et de le voir devant Leclerc, ça me fait croire qu'on va avoir une autre bataille intra-équipe pas mal intéressante à suivre cette année. J'espère que c'est pas la seule fois que ça va arriver. J'espère que ça va arriver souvent. Donc, tu disais les deux Ferrari qui se suivent pour la grille de départ, Leclerc derrière, tout juste derrière Hamilton. Puis Ouais. Astrid qui remporte, on peut dire, la bagarre orange-papa. Il a réussi à se qualifier Mhm. devant Lando Norris. Oscar, là, c'est pas évident là, comme début de saison lorsque tu n'as pas pu aller te mesurer avec les autres pendant le premier Grand Prix de la saison. En plus, là, tu as eu l'échantillon un peu de la course sprint. Tu te rends compte que la voiture est bien différente de celle que tu avais l'année dernière, plus aussi compétitive. Mais quand même, d'avoir l'avantage sur Norris, j'ai l'impression que c'est important pour Piastri en début de saison, surtout comment il a terminé. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis il faut qu'il s'établisse rapidement comme étant le pilote sur qui miser chez McLaren. Ce sera peut-être pas si évident que ça, compte tenu que la voiture manque de fiabilité. Donc, tu sais, on oublie vite que tu es positionné devant Norris sur la grille si t'es pas capable de prendre le départ, là, mais reste que, tu sais, je pense que c'est important à l'intérieur de l'équipe, effectivement. Puis, compte tenu de ce qui s'est passé à la fin de la saison dernière, faut qu'il rebâtisse là, son statut chez McLaren. Pierre Gasly qui glisse à Alpine en septième place, Super, super. c'est incroyable. Je comprends qu'on est rendu avec un moteur Mercedes, mais l'année dernière, on avait déjà vu que chez Alpine, on est capable de construire un châssis. Parce que si, je reviens souvent sur cette histoire-là, mais si c'est vrai qu'on avait environ 15% moins de puissance de notre groupe motopropulseur, puis on était quand même capable de faire des top 10, je me disais toujours, ben, il y a quoi de positif dans cette écurie française-là au niveau de la conception d'un châssis, de l'aérodynamisme d'une voiture. Et puis là qu'on a réglé ces problèmes de moteur-là, puis du moins, on semble avoir réglé ça. On est capable d'améliorer un peu nos performances. Gasly, encore constamment présent dans le top 10, mais là, c'est plus juste la dernière position pour la Q3 qui a réussi à décrocher. Il est quand même capable de se faire justice lors de la dernière séance et d'aller chercher une septième position. Et quand tu sais que tu vas avoir un Max Verstappen dans tes rétroviseurs au départ, normalement, c'est parce que tu as fait un bon travail le samedi. Oui, même si on se demande si on va encore se dire ça rendu en juin, là, mais j'ose croire que Red Bull, ils ont montré qu'ils sont capables de remonter la pente l'année dernière. Alors, tu sais, on va pas Oui. les exclure tout de suite de la compétition. Donc, on les a pas sentis dans le coup du tout là, en Chine en fin de semaine.
Puis Verstappen est un autre qui a manqué tous ses départs jusqu'à maintenant. Sauf que lui, j'ai tendance à croire qu'il n'est pas affecté par ça. En tout cas, pas dans ses capacités de connaître un bon départ. Peut-être dans son moral, là, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, Pour je pense revenir à à... Gasly, tu sais, Oui. on en a beaucoup parlé l'année passée. Tu sais, Flavio le mettait comme le sixième meilleur pilote en Formule 1, puis ça se peut. Mais j'arrête pas de penser dans l'épisode où, avant la saison, quand tu m'as demandé là, Ah, quel les pilote français Olympiques. je choisirais, là, j'ai choisi Ocon parce que j'ai une vie. J'aime Ocon depuis plusieurs années. Il y a ses qualités de pilote que j'aime. Mais là, j'arrête pas de me dire quel mauvais choix t'as fait, Simon. T'aurais dû analyser plus que ça parce que Gasly, il est vraiment fort. Écoute, j'ai failli ramener ça quand je parlais de Ah, t'aurais Gasly. pu. Il y a quelques secondes, j'ai fait comme ah, je vais le laisser aller, celle-là. Tu sais, après moi, c'était une erreur de jugement ou comme tu dis, tu as parlé avec le cœur, parler avec le cœur ou quoi que Ça ce a plein soit. ça. Bon, en tout cas, oui, non, Gasly, je pense qu'il y a plus. Il y a Adjar, là, qui peut rentrer dans les discussions, bien Adjar est très fort aussi, ouais. mais Gasly, il y a quelque chose là, à ce stade-ci de sa carrière. Il a débloqué. Je pense que Ouais. s'il était dans un top team, là, il se défendrait très bien. Ouais. Mais on dirait vraiment, il a débloqué. Je sais pas. C'est pas tout de suite quand il est. Ça se peut-tu que c'est quand on a décidé de laisser partir Ocon? Puis qu'on lui a dit c'est toi le leader? Quelque chose comme ça qui s'est Ça passé? se peut que ça Ouais. l'ait aidé, effectivement, ou il a comme pas eu le choix, là, tu sais, parce Ouais. que il y avait le coéquipier avec qui, je me souviens plus c'était avec qui il était, là, c'était avant quoi, la Ben, Pinto, avant Doohan. Doohan, c'était qui Ouais. avant? Ben, c'était Entre les deux. Ah Ocon. non, C'était il y a Ocon. eu personne entre les Ouais. deux. Mais C'est bref, ça. Ocon est resté là, mais on a senti qu'on misait sur Gasly, puis il a comme accepté de prendre ça dans son pack-sac, comme on dit, puis Ouais. dit OK, on fonce, on y va. Alors, moi, je pense que oui, je pense que tu as raison là-dessus. Des fois, il y a des gens qui grandissent avec le rôle, on s'attend pas à grand-chose d'eux. Finalement, tu leur donnes des responsabilités, puis ils t'en donnent plus que ce que tu t'attendais, puis c'est peut-être ça qui arrive avec Gasly. Oui, exactement. Ça a été un vote de confiance. Peut-être un premier vrai vote de confiance dans sa carrière, puis on dirait que ça l'a fait débloquer des cases qui, peut-être que lui savait qu'il y avait, mais en tout cas, il avait besoin de ça pour atteindre ce niveau-là de pilotage. On a parlé de Verstappen, puis on parle des performances d'une voiture. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, l'interpréter de la façon qu'on veut. Mais le fait qu'Adjar est si proche de Verstappen, ça nous montre un peu pour une première fois que, oui, Max fait l'effort, là. Max est capable de venir un peu brouiller les Mhm. cartes, mais moi, ça me montre que c'est pas mal ça, la performance de la Red Bull, là. Il n'y a pas vraiment Ben, mieux à faire que ça, là. en fin de semaine, entièrement d'accord avec ce que tu viens de Ouais. dire. La Red Bull, ça ne pouvait pas aller plus loin que 8 et 9e place sur la grille, là. Ouais. Mais, par contre, l'année dernière, si on retourne un an en arrière, avec un problème, une situation semblable chez Red Bull, tu sais, c'était Lawson ou Tsunoda, là, il aurait été 18e, là. Exactement. Là, il est juste collé derrière Max. Ouais. Et je pense que Comme, c'est tu sais, positif, c'est ça. C'est ben, positif, c'est positif, ouais. là. Mais ça montre à quel point que la Mais voiture est. elle n'est pas là. Elle est pas là. C'est ça. Moi, je trouve, quand on voit la grille, là, puis souvent ça fait ça, tu vois les deux pilotes de la même écurie se retrouver toujours à la même place. Je trouve que ça donne une bonne lecture à l'écurie de dire, ben, ta voiture, c'est pas mal ça, sa valeur. Si tu as confiance en tes pilotes. Puis là, pour une première fois depuis longtemps chez Red Bull, je vais même pas poser la question si on a confiance en Max Verstappen, mais je pense qu'on a confiance au pilote numéro 2. Puis là, si on prend pas des lectures sérieuses de ce qu'on a eu en fin de semaine pour bâtir pour le Japon, quoique, on se rappelle, l'année passée, Japon, ça a été quasiment un univers à part. Hein? Et finalement, la Red Bull a pris vie là-bas. On pensait qu'on avait qu'on avait solutionné un peu tous nos problèmes. Finalement, il y a des problèmes qui sont revenus. On n'avait pas tout réglé. J'ai l'impression que ça ne sera pas si facile que ça, Suzuka. Je ne pense pas que la clé va s'ouvrir à Red Bull. Le seul point que ça pourrait aider, c'est que présentement, Australie n'était pas un circuit qui était très abrasif sur les pneus. Mais finalement, il y a eu une malchance de Verstappen en qualification qui n'ont pas rapport nécessairement à la conception, ou plutôt au groupe motopropulseur. Ensuite, il y a eu l'abandon de Hadjar. On n'a pas pu vraiment voir ce que la voiture avait, quoique Verstappen a fait une belle remontée. Là, sur le tracé de la Chine, c'était extrêmement abrasif là, sur les pneus. Là, on l'a vu, même si, on va le dire dans la course, il y en a qui sont capables de déjouer ça. Mais du côté de Red Bull, c'est comme si les pneus, on ne pouvait rien faire avec. Donc, si on est capable de régler ça, des fois, il y a des solutions à l'interne. Là, on est capable. Là, on Ouais. pourrait peut-être voir ce que la Red Bull peut faire pour vrai, parce que c'est certain que c'est la priorité à régler. Après tous les abandons de moteur et tout ça, mais une fois qu'on est en piste, qu'on complète des tours, Verstappen a dit une phrase que j'ai retenue. Il a dit on survit pour le prochain tour. Ouais, Okay? à chaque tour, c'est ça, on se bat C'est pour sa ça. vie.
Et si je me souviens bien, il a démarré en pneus tendres aujourd'hui. Oui, Et au 8-9e tour, il a dit mes pneus sont finis. exactement. Fait que c'est pour ça que là, il va falloir qu'on travaille là-dessus parce que ça, même en qualification, tu sais, il y a des gens des fois qui on fait pas le lien. On voit surtout l'usure des pneus en course, mais les pilotes dépensent tellement de gomme sur un tour de qualification que si tu commences à faire de la gestion, parce qu'on en fait quand même, de dire comme dans le premier secteur, je peux pas aller à fond parce qu'il faut qu'il m'en reste pour le secteur 3, ben c'est un désavantage face aux autres et ça pourrait notamment être l'avantage que Mercedes a tant en qualification, c'est qu'on ne gère pas les pneus du tout. On arrive, on les met dans la bonne fenêtre de température, on y va à fond pendant un tour complet. Puis c'est pas pour rien que la différence sur le cadran est si notable là, quand on la voit parce que j'ai l'impression que si on est capable de gérer des pneus sur une course complète, la qualification ne nous fait pas bien peur du côté de Mercedes. Donc le nerf de la guerre présentement, là, il est peut-être là. Il est peut-être pas juste dans l'histoire des ratios et de la compression, c'est de voir comment on est capable de gérer des pneus sur un tour complet. Berman, oui, Mais vas-y. juste une petite seconde, Oui. excuse. Rappelons-nous que durant les essais pré-saison, Oui. Toto Wolff a dit au tout début, Red Bull, c'est la voiture à battre avec leur nouveau moteur. On peut sortir les rires en canne maintenant, là? C'est Ben, parce qu'il y a une grande différence entre ce que Mercedes fait et ce que Red Bull fait, là. Mais ça a été ma déception de la fin de semaine parce que on a, on a eu Toto Wolff en entrevue à peu près tout partout. Puis il n'y a jamais quelqu'un qui Ouais. a posé la question. Penses-tu encore que Red Bull est la Ouais, voiture à battre? c'est ça. Tu sais, je me Tu nous dis, niaisais, là, oui, Toto, oui, hein? exactement, mais je trouve que si t'es pour te, si t'es un journaliste et t'es pour te faire niaiser à un certain moment, ben montre qu'il y a ramène cette question-là à la Ouais. personne qui te l'a donné. J'aurais trouvé ça amusant, sans gâcher l'ambiance aujourd'hui, mais je pense que l'ambiance était bonne. Il aurait probablement trouvé ça très drôle. Et sa réaction en aurait dit beaucoup aussi sur ce qui s'est passé derrière ça, même si on sait pas mal tout c'était quoi la stratégie derrière ça. Si on regarde le reste du peloton pour la séance de qualification, quand même encore des choses intéressantes. On dit la constance de Berman qui continue de bien faire. On Mhm. peut même dire, j'aurais envie de dire la constance de Haas, mais Ocon ne va pas vraiment dans ce sens-là. Puis je ne veux pas te lancer, continuer de te lancer des points sur ton Non, non, propre c'est argument. correct. Je, Hülkenberg, ouais, Hülkenberg ben, je suis 11e. sévère envers Ocon et son Ouais, début de saison, là. ouais, Faut qu'il fasse mieux que ça, là. on va en emmener, je pense, pendant la Ouais. course, mais 12e pour Colapinto, 13e pour Ocon, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça, Oui. 13e pour Ocon. Ensuite, 14e, c'était Lawson. 15e pour Arvid Lindblad, Bortoleto, Saints, Albon, Alonso, Bottas, Stroll et Sergio Perez, qui seront probablement les candidats de fond de peloton pour un bon moment cette saison. En gros, cette séance de qualification-là, tu sais, je t'ai dit lundi que je trouvais qu'on avait sacrifié beaucoup de parité le samedi, mais je me dis on a gagné beaucoup le dimanche. J'ai l'impression que le sacrifice du samedi était moins gros, ou moins grand cette semaine. Regarde. Q1, j'ai noté ça, entre Oui. le premier et le 16e, c'était à l'intérieur d'une seconde. Ça a tombé drastiquement. Puis là, c'est Oui. là que je me demandais, tu penses-tu, tu sais, je sais que c'est tôt pour dire, mais c'est juste le circuit qui a fait ça, ou c'est vraiment qu'on a réussi à mieux gérer notre voiture, à mieux comprendre la voiture? Je sais que c'était compliqué en Australie là, de gérer l'énergie, mais j'ai trouvé que tout le monde a été surpris. En passant, je pense que je suis pas le seul, là, que tout le monde qui a porté attention, tu me dis, tu as pris la note toi aussi, de voir à quel point qu'on est parti d'un écart qui était monstrueux, qui s'est resserré en l'espace, là. C'était un dos à dos, pour reprendre l'expression qu'a Oui, j'ai amusé entendu. François vendredi. Mais on n'a pas eu tant de temps que ça pour développer et travailler les voitures. On n'a même pas eu beaucoup de séances d'essais libres. On arrive là, puis on resserre les écarts entre le peloton. J'ai du mal à dire c'est quoi le facteur qui a fait ça en fin de semaine. Ben, c'est sûr que c'est Q1, là, c'est pas Q3, puis les équipes ont amélioré leur temps là, à mesure que la séance avançait, mais reste que Q1, c'est quand même, tu sais, quand c'est serré de même, c'est intéressant. Ouais. On a beaucoup dit qu'en Chine, contrairement à l'Australie, tu sais, c'est beaucoup plus facile d'aller régénérer de l'énergie pour remplir la batterie, Gros ce qui point de n'était pas le cas en freinage. Australie. Donc, ça a dû jouer Ouais. vraiment pour beaucoup, là. Tu as des gros points de freinage. Fait que, tu sais, l'épingle, Ouais. juste avant l'épingle notamment, là, tu emmagasines énormément d'énergie à ce point-là. Ouais, c'est ça. Mais ça va être intéressant. J'ai déjà hâte au Japon, justement, pour commencer à mettre des certaines tendances, puis à regarder faire des comparatifs, parce que c'est bien beau, là, quand je vois des statistiques qui datent des dernières années, c'est pas les mêmes voitures, donc c'est pas évident de se baser là-dessus, les limites de vitesse, des choses. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, ça va être quelque chose à garder à l'œil pour de voir cette évolution-là. Mais pour ma part, je trouvais ça positif de dire que le sacrifice dont je faisais mention, que je trouvais ça un peu plate, là, que le spectacle du samedi en avait pris un grand coup, quoique c'était juste une course, mais j'ai trouvé que le coup était un peu moins gros
cette semaine, les séances de qualification, quoiqu'il était à des heures un peu épouvantables. J'ai quand même trouvé que c'était intéressant puis qu'il y avait c'était serré, là, même si les Mercedes étaient quand même dans une classe à part à aller jusqu'à la fin. Qui te surprend le plus là, jusqu'à maintenant en frais de performance pure, là, justement le samedi? Peut-être quand on prend, là, oui, je sais, on exclut Ferrari, McLaren. C'est-tu Racing Bulls? C'est-tu Alpine avec leur moteur Mercedes ou Audi quand même qui part? Tu sais, oui, on a une partance là, avec. On avait Kick Sauber l'année dernière, mais d'avoir nos débuts en tant qu'écurie d'usine, je trouve qu'on est quand même. Mais quand même au milieu du peloton, c'est pas la fin du monde si on prévoit qu'il va quand même avoir des améliorations pour avoir prendre de l'expérience. Ben, c'est sûr qu'Audi, j'aime bien ce qu'ils font. Il y a un gros manque de fiabilité, par Oui. contre. Mais oui, j'aime bien ce qu'ils font. Ils ont quand même leur propre moteur qu'ils ont bâti, et même s'il y avait une expérience dans d'autres séries, là, qui ont bâti à partir de zéro. Alors, tu sais, il y a quand même une bonne dose d'inconnu. On arrive, on se débrouille bien. Le châssis, bon, il est là. C'est pas le plus mauvais, certainement pas. Alors, moi, je trouve qu'on fait des bonnes performances. Faut aller chercher de la fiabilité, par contre. Là, c'est sûr que ça, c'est la grosse différence. Racing Bull, je suis quand même surpris, mais je pense qu'Australie donnait peut-être pas un bon portrait. Je pense qu'ils ont été avantagés. Je vais attendre quelques courses avant de leur lancer plus de fleurs que ça, là. Mais reste qu'ils finissent toujours par bien se débrouiller. Il y a toujours un des deux pilotes qui est 7 8e, souvent en avant les Red Bull, comme on l'a dit. Donc, si j'ai une surprise depuis le début de la saison, c'est peut-être les Racing Bulls, ouais. Moi, je suis surpris qu'on a réussi à bâtir une voiture qui est très semblable à celle de l'année dernière dans une nouvelle réglementation. C'est-à-dire que la voiture est très stable, puis on semble avoir une belle plateforme à développer au cours de l'année. C'est la même chose que j'avais dit après les pré-saisons 2025, là, que je trouvais que on a une belle partance, puis si on travaille autour de ça, ben on n'a pas nécessairement. Tu sais, je trouve qu'il y a une différence quand tu présentes une nouvelle voiture, quand tu dis faut que je corrige des défauts, ou si tu simplement Mhm. à dire faut que j'améliore mes attitudes ou les qualités de la voiture. Quand tu as plein de feux à éteindre, c'est pas pareil. Là, j'ai pas l'impression que chez Racing Bulls, à part du côté motorisation, j'ai pas l'impression qu'on a des feux à éteindre nécessairement. Que je pense qu'on a une belle partance, puis on peut justement trouver des mises à jour, essayer de soutirer plus de performance de cette voiture-là. Faire un parallèle avec Audi, on se réussit quand même à se glisser encore devant. Il y en a qui vont dire c'est un mince prix de consolation, mais on bat quand même une Alpine en Hülkenberg qui bat Colapinto. On est devant la Haas de Ocon. On est devant Lawson. Là, je me base sur Hülkenberg. Là. On est devant Lindblad. Bortoletto, lui, il bat les deux Williams. On va dire les Aston Martin puis Cadillac. C'est pas un grand accomplissement, mais quand même, pour un départ en Formule 1 en tant qu'écurie d'usine, il n'y a pas trop de complexe à avoir. Là. Il n'y a pas de gêne Ben, à avoir. Là. non, pas du tout. Puis regarde, on a deux exemples là, d'écuries très décevantes, selon moi, Aston et Williams, Ouais. qui me déçoivent presque autant que les Aston Martin, où on se disait, tu sais, ça devrait bien aller pour eux en 2026, puis ils se sont plantés. Alors, déjà d'arriver, puis de pas faire ça, c'est déjà un gros, gros plus. Et là, après ça, comme tu disais pour la Racing Bull, tu sais, après ça, tu bonifies tes performances. Tu t'améliores à des endroits où tu es déjà bon. Ouais. Alors, moi, je pense que d'ici la fin de la saison, c'est sûr que c'est loin, là, mais les Audi pourraient facilement avoir des cinquièmes et des sixièmes places de façon régulière. Ouais, c'est comme, si on devient fiable, on va être capable vraiment de débloquer des portes là, rapidement. Parce que Oui. ça veut pas dire, là, qui dit pas qu'on met pas un peu les performances du moteur, on baisse pas les niveaux un petit peu justement parce qu'on veut que ça tienne. Puis là, si on est capable d'enlever cette crainte-là, puis de vraiment dire, OK, là, on ouvre les valves, puis on fait travailler cet engin-là, puis on montre ce qu'on a dans le ventre, ben là, à ce moment-là, ben, on pourrait facilement percer le top 10. C'est sûr que les autres aussi vont s'améliorer, mais au moins, comme on le disait, si on est capable d'encercler les problèmes, on éteint ce feu-là, ben après ça, on peut développer en performance. Maintenant, passons à la journée de dimanche, qui nous a donné encore une fois tout un spectacle à raconter, puis beaucoup de choses à décortiquer. Donc, sans plus tarder, on passe au Grand Prix qui avait lieu dimanche sur le circuit de Shanghai. Aux petites heures du matin avait lieu la deuxième ronde du championnat du monde 2026 du côté du Grand Prix de Chine.
pour une 20e fois déjà. Et ça passe vite hein, quand même, Simon, quand on regarde ça. C'est un circuit que je trouve est devenu un classique. Moi, je l'aime beaucoup. Je n'ai jamais entendu te prononcer là-dessus, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de circuits que tu n'aimes pas. Toi, tu aimes même Hongrie. Ça, on pourrait en débattre dans un autre. J'aime les grands prix que ça donne en Hongrie. J'aime pas le circuit tant que ça. Mais en tout cas, celui de la Chine, je trouve qu'il se prête bien pour les courses sprint, il se prête bien pour la course. Puis, ce que je trouve qui est vraiment le fun, c'est que tu pourrais faire, c'est un peu comme celui d'Autriche, tu pourrais faire 5 courses en ligne dessus, tu aurais des spectacles complètement différents. Il y a d'autres tracés que tu pourrais recommencer une fois que c'est terminé, puis tu aurais probablement la même chose que tu venais d'avoir. Peut-être, j'exagère un peu, mais je suis sûr que tu comprends où je veux en venir avec ça. Oui, oui, absolument. C'est qu'il y a quelque chose dans la complexité du tracé, le fait qu'il y a un peu de tout. Ça fait que ça donne des résultats qui sont. Ça donne des choses différentes, des résultats différents, puis ça donne de quoi qui est impressionnant. Euh, C'était jour de première, puis ça, les premières, ben, c'est toujours intéressant. La semaine dernière, on avait le premier Grand Prix de l'année. Là, samedi, on a eu la première pole d'Antonelli. Puis comment compléter ça, une première pole? Ben, la meilleure façon là, de célébrer ta première pole, c'est d'avoir ta première victoire le lendemain. Et puis, Kimi Antonelli a réussi à le faire. Euh, je te l'ai dit tantôt dans le bloc de qualification, ce qui m'impressionne de lui, c'est que malgré un week-end imparfait, où ce qu'il a fait tout plein d'erreurs, on va être honnête, Oui. réussit quand même à décrocher une pole, décrocher une victoire. Moi, ça me montre à quel point c'est des indices de futur champion ou de grand talent. De dire que même quand il ne met pas tous les morceaux ensemble, il accomplit des résultats, il accomplit des grandes choses. Fait qu'imaginez là, quand il va être capable de vraiment assembler tous les morceaux d'un week-end de course, les résultats que ça pourrait donner. Il y a quelque chose qui pourrait même, il y a de quoi faire peur, même peut-être à George Russell, à faire réfléchir du moins que si Antonelli réussit plus tôt que tard, de commencer à être dans ses souliers puis faire la bonne chose pendant un week-end complet, ben, il pourrait être peut-être la menace ou son rival pour le championnat 2026. Ah, absolument. Très plausible. Puis dans le sport, tu sais, quand tu joues mal là, pour les sports d'équipe ou Oui, individuels, quand tu as une mauvaise journée, puis que tu gagnes pareil, comme tu dis, ça en dit beaucoup sur ton potentiel, sur ton talent. Puis depuis Brésil l'année passée, Antonelli, là, ça a cliqué. Il a trouvé là, oui. son air d'aller. Et depuis ce temps-là, Russell, tu sais, il est plus dominant à l'intérieur de l'équipe comme il l'a été presque toute la saison dernière. Et là, il doit se surveiller. Puis Russell, j'en pense beaucoup de bien, mais tu sais, j'aime ce que je vois d'Antonelli. Peut-être que le plafond d'Antonelli, puis peut-être qu'il n'ira pas l'atteindre cette année parce qu'il est encore très jeune. Puis on a vu l'année passée avec Piastri que la jeunesse, ça peut venir te rechercher plus tard en saison. Mais reste que c'est clair dans mon esprit que Russell, ce soir, quand il se couche, il se dit faut que je trouve le moyen dans les prochains Grands Prix là, de réaffirmer ma position là, à l'intérieur de l'équipe. Et le plus vite sera le mieux. Antonelli, excellente course aujourd'hui. Il a dominé la course de A à Z. Tu sais, c'était sa course-là. Pas Oui. une victoire là, où le premier a fait une erreur, où il a abandonné, puis là, il est allé ramasser la victoire qu'on lui a offerte. C'est une victoire qu'il est allé chercher par sa performance. Il a été le meilleur en piste aujourd'hui. Point final. Pendant la course, là, à mon avis, oui. Alors, très mérité. Il a bien lutté avec les frères Harry. Bon départ cette fois-ci, c'était ma crainte. Je l'avais d'ailleurs écrit là, sur la page Facebook. Je disais, il y avait des croûtes à manger. Je pensais qu'il allait rater son départ. Non. C'est sûr qu'il n'a pas pris la tête là, parce que Ferrari est meilleur au départ, mais il n'a pas été déstabilisé par ça du tout. Alors, quand c'était le temps, il a repris les commandes de la course, puis après ça, il s'est envolé jusqu'à l'arrivée. Moi, j'ai trouvé là, une superbe course. Puis d'ailleurs, ce que j'ai aimé le plus, c'est après le 40e tour, là, dans ce coin-là, quand George Russell a définitivement dépassé les Ferrari, puis et là, il essayait de revenir sur Antonelli. Antonelli s'est mis à enfiler les tours rapides en disant essaye même pas, George, t'as pas de chance de me rattraper, je contrôle la situation, puis il a donné un petit coup de frein il a fait une erreur là, un peu vers la fin. Oui. Il s'est Alors, donné un tu arrêt sais, cardiaque, il a dit. ouais, c'est ça. Mais bref, il était peut-être. Il n'avait pas besoin d'arrêt cardiaque parce qu'il avait le coussin nécessaire pour faire une petite erreur comme celle-là, sans qu'il soit menacé. J'ai j'ai trouvé que. Puis je fais pas ça pour lancer une pierre à Lando Norris, OK? C'est juste pour faire une comparaison. Peut-être que certains ne l'aimeront pas, mais le nombre de grands prix que ça a pris à Lando pour commencer à être confiant sur s'élancer à l'avant. Quand Mhm. même beaucoup d'expérience. Puis on l'a vu l'année dernière, se retrouvait justement en Chine, se retrouvait derrière Lewis Hamilton après le premier virage. Il y avait une panique qui s'installait, commettait une erreur, voulait
sais, voulait pas vraiment céder, restait à l'extérieur, finalement, perdait tellement de temps qu'il était rétrogradé en quatrième, cinquième place. J'ai pas vu ça d'Antonelli, qui a beaucoup moins d'expérience que Norris. J'ai trouvé que pour la première fois, tu pars en pole pendant un Grand Prix de Formule 1, parce que oui, il avait déjà eu une pole en sprint du côté de Miami, puis ça avait pas fait long feu. Mais quand même, réussi à s'élancer de la tête. Tu arrives au départ, sûrement que tu te l'attendais dans la visualisation, mais c'est correct d'y penser que ça va arriver. Mais de te retrouver avec Lewis Hamilton, la grande voiture rouge d'un septuple champion du monde, le gars qui était dans ta voiture avant que tu arrives en F1, qui te prend la tête de l'épreuve au premier virage, tout ça, il a pas paniqué. Tu sais, tu le dis, là, il a resté dans Mhm. son élément. Je l'ai trouvé, enfin une comparaison, je l'ai trouvé meilleur que Russell qui se sentait impatient en Australie de tout de suite être agressif puis retourner devant Lewis, ou même pendant la course sprint, la même chose. J'ai trouvé que Antonelli savait exactement que ça allait venir à lui, puis il a laissé justement la course venir à lui. Il dit, c'est ma première position, j'ai la voiture pour être là, je vais me concentrer étape par étape, puis à un moment donné, ça va venir à moi. Puis ça n'a pas pris tant de temps que ça. Là. Ça s'est fait quand même assez facilement que finalement, il a pu reprendre la tête de l'épreuve, trouver le bon moment pour dépasser, puis après ça, en profiter de déployer son énergie pour se sauver, puis ne plus jamais, jamais être redérangé, ne serait-ce que pendant la relance de la voiture de sécurité et ces choses-là. Mais quand même, il y a eu énormément d'éléments que ont fait que j'ai trouvé que Kimi Antonelli, non seulement a montré ce qu'il savait faire, mais a un peu grandi et est allé chercher beaucoup d'expérience dans ce week-end de course. Et ce que ça nous dit, ce que tu viens de dire, c'est que quand il va avoir gagné 4 ou 5 Grands Prix, là, ça va être beaucoup plus facile encore, puis ça, c'est Oui. épeurant pour les autres. Oui, oh, oui, vraiment, vraiment. Non, s'il peut mettre les morceaux ensemble. Puis je sais, j'en parle souvent, puis j'ai le goût de rappeler aux gens de profiter de la victoire pour dire que Netflix avait fait un documentaire avec Mercedes qui s'appelait The Seat. Mhm. OK, le siège, je pense en français. S'il y a une traduction, il me semble que oui. Puis c'était justement prendre un jeune et l'emmener à la Formule 1, toute la préparation avec son ingénieur Bono, tout ce qu'il a dû maîtriser pour comprendre la Formule 1, ne serait-ce que des arrêts au puits, tout ça. Si vous n'avez pas vu ça, puis que vous n'avez pas eu le goût de le voir avant, ben peut-être qu'une victoire ou une journée aujourd'hui avec l'émotion de Kimi, de son père, ben c'est peut-être le moment idéal de retourner sur Netflix puis d'aller voir consacrer peut-être ces 30, 40 minutes. C'est pas une Ouais, longue c'était pas série. si long, c'était moins d'1 heure, là. Non, Ça vaut la exactement. peine. Ouais, Ouais. hein, ça valait la peine. Puis là, de voir que hey, ça, c'était l'année dernière, ou en début de la saison dernière, puis là que on se transpose quasiment un an jour pour jour, puis le gars, il a gagné. On voit que on a très bien fait les choses. Hein. Faut saluer le travail de Toto Wolff. Puis j'avais une pensée pour toi, Simon. Tu sais, hein, quand tu dis des choses, moi, je t'écoute, hein, puis ça reste dans ma tête. Puis tu sais, des fois, je suis pas toujours d'accord, mais tu sais, je me le répète, je me dis. Correct, ça. Ouais. Mais tu m'as dit quelque chose, j'avais été. Ça, j'étais d'accord la première fois que tu me l'as dit. Tu dis Toto Wolff a jamais Ouais. développer un champion du monde. Puis j'ai trouvé que dans ses yeux aujourd'hui, ça donnait drôlement raison à ton commentaire d'il y a quelques mois déjà. Il était vraiment, vraiment heureux. Le fait que Lewis soit sur le podium aussi, parce qu'on l'a pas dit, mais oui, on est rendu là. George Russell a terminé deuxième, mais d'avoir Lewis Hamilton, j'ai trouvé que c'était ironique, c'était symbolique. Tu sais, tant qu'à écrire un livre, là, je pense que tu l'aurais écrit comme ça, hein, de dire, ben là, le premier podium d'Antonelli vient après sa première pole. Russell, son coéquipier, est là, juste à côté de lui. Puis pourquoi pas ajouter un Lewis Hamilton en troisième place avec tellement de liens à faire. Bono qui s'en va sur le podium pour la première victoire d'Antonelli, qui est là pour le premier podium d'Hamilton chez Ferrari. En tout cas, j'ai peut-être oublié quelque chose là-dedans, mais il me semble que ça fait... Euh, C'est peut-être la fin de F1, le movie 2, ça. oui, pourquoi pas, surtout qu'Hamilton, il est producteur, là, en tout cas. Mais j'ai remarqué sur le podium qu'à un moment donné, ils prennent des photos après, puis Oui, Russell a laissé Bono avec ses deux pilotes. Il a dit, moi, je oui, m'en vais, là, puis je vais oui. le laisser prendre une photo. J'ai trouvé ça super sympathique. Mais la Ça présence démontre quand même que... d'esprit... Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, la présence d'esprit de Russell, moi aussi j'ai trouvé, il était là puis il disait, OK, prenez une photo ensemble. Il pensait à tout ça, tu sais que ça va être un beau souvenir. Ça, j'ai trouvé ça beau de George Russell, beaucoup de leadership, de dire, écoute, je suis pas menacé, tu sais, même si on vient d'en parler, qu'il va falloir qu'ils prennent ça en considération, qu'ils en prennent bonne note. Mais j'ai quand même trouvé que l'attitude était bien, là. Je pense que c'est ça que tu as trouvé toi aussi de dire comme, Ah oui, c'est la ouais, bonne attitude, tu sais, ouais, puis c'est du leadership positif. Puis il sait là, que c'est en piste que ça va jouer. C'est pas dans ces petites guéguerres-là, là, tu sais, qui non. des fois sont plus intéressantes pour les médias, puis nous qui suivons ça, mais c'est pas là que ça se joue. Ça aurait pu être vindicatif. Non, au contraire, là, il était heureux, puis ça paraissait qu'il était content de laisser et Hamilton, et Bono, et Antonelli vivre ce moment-là. OK, c'est ronde 2 d'un championnat, puis ça peut évoluer, mais on va quand même saluer qu'à la base, là, l'attitude est très, très bonne. Est-ce que ça va évoluer au cours de la saison? Peut-être, on ne le sait pas, mais quand même, ça, c'est un moment-là, j'ai trouvé que c'était bien fait de la part de Russell. Si on va passer George, à moins que tu voulais me dire quelque chose sur lui, ça a été de belles courses quand même, on a remonté tout ça, a gagné en Australie.
tu sais, j'ai envie de dire qu'il a perdu, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais qu'il a perdu cette course, qu'il a un peu perdu à cause de ce qui s'est passé en qualification, parce que, Ben, entièrement. ouais, Oui, hein, puis au c'est ça. départ. Puis, tu sais, au départ, Mhm. c'est sûr que Antonelli a voulu bloquer les Ferrari. Moi, j'aime pas quand on démarre là, en prenant une ligne croche. J'aime ça quand on va droit devant. Ouais. Parce que ça marche jamais, à mon avis, puis ça n'a pas marché aujourd'hui non plus. Mais reste que Antonelli, au final, l'a bloqué en voulant bloquer Ferrari. Puis là, Russell, les cas, il peut pas rentrer dans Antonelli, là, tu sais, donc Mhm. il s'est ramassé quatrième, puis là, après ça, il n'a jamais pu rattraper. Je me demande si Alors, c'est pas une. Excuse, je me demande si c'est pas une stratégie qui va disparaître, ça, de couper, parce que la voiture, tu sais, je sais, là, c'est pas. On l'a pas rétréci, c'est pas un gros programme minceur qu'on a fait, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins facile de bloquer une autre voiture au premier virage parce qu'il y a de l'espace, là, maintenant. ben, c'est que les pilotes l'ont toujours essayé, là, même quand les Ouais. voitures étaient beaucoup plus petites. C'est comme une deuxième nature, là. Je vais m'essayer, là, tu sais, mais en même temps, c'est beaucoup plus rapide, ben, beaucoup plus. C'est plus rapide, à mon avis, de t'en aller vers le point de corde en y allant tout droit, prends le meilleur départ possible, concentre-toi juste là-dessus, puis après, ajuste-toi. Mais, tu sais, on ne pourra pas empêcher les pilotes d'essayer. Ouais. Fait que ça va-tu disparaître? Peut-être qu'on va moins l'utiliser parce qu'on l'utilisait beaucoup ces dernières années. Un sujet que j'ai discuté avec toi lundi passé, puis je peux te dire que mes craintes sont encore là, sont probablement encore plus présentes. 10e tour, voiture de sécurité pour Lance Stroll. Ma crainte n'est pas Lance Stroll, parce que sinon je dormirais pas. Mais, Mais, ouais, puis ni Aston Martin. Mais la voiture s'immobilise, 10e tour, qu'est-ce que Mercedes fait? Ben, ils nous refont le coup. Ils s'en ouais. vont puis ils mettent les gommes dures plutôt, puis ils s'en vont jusqu'à la fin avec ça, 45 tours, sur un circuit beaucoup plus abrasif, mais avec une note Pirelli, une recette plus dure euh, cette, euh, qu'on avait cette semaine. Mais quand même, est-ce que ça t'inquiète de regarder ça? Ça a encore été une course avec une stratégie d'un arrêt. Puis je veux qu'on en vienne. Le spectacle a été incroyable. Beaucoup de dépassements. Vraiment, il y a eu énormément d'actions. Mais encore une fois, j'ai trouvé que le fait qu'il y a eu simplement eu un arrêt au puits, ça a peut-être gâché, ça a peut-être un peu calmé le spectacle vers la fin de l'épreuve. Normalement, je pense qu'on aurait dû avoir euh, en moins 2 arrêts. C'était la stratégie de Pirelli. On va sûrement s'ajuster parce que c'était peut-être pas la bonne idée de donner des gommes plus dures aux écuries parce que on avait peur là, de dire c'est trop abrasif, peut-être qu'il va y avoir des problèmes avec les pneus, mais en même temps, on a fait 45 tours avec les durs. Moi, ça me dit qu'on s'est un peu trompé du côté du manufacturier italien. Le problème, là, c'est que c'est toujours que Pirelli, puis si c'était un autre manufacturier, ça serait la même chose. C'est pas Pirelli en tant que tel. Non, C'est non, qu'on non, exact. les pilotes, quand les pneus fonctionnent pas, ils vont les critiquer. Puis là, Pirelli dit on paraît mal, donc on faut fournir des pneus plus efficaces. On n'ose pas fournir des pneus qui sont pas, qui sont plus ou moins bons, tu sais. Ouais. Parce qu'on veut pas, tu sais, tout au long de la course, là, subir les critiques, puis mais il faudrait que ça soit ça à quelque part, parce que tu l'as bien dit, là, tu sais, puis même l'année dernière, là, rappelle-toi, au Qatar, on était arrêté au septième tour sur la voiture de sécurité, puis finalement, on s'était rendu à la fin. C'est incroyable, Ah, ça. fait que les voitures réussissent, les pilotes réussissent toujours à sauver leurs pneus là, pour se rendre à la fin. Puis tout le monde ralentit vers la fin, quitte à faire des temps moins rapides pour justement sauver un arrêt. Fait que oui, ça enlève une partie du spectacle. Euh, je m'ennuie un peu de l'époque là, où les pneus vers la fin de la course, là, tu sais, les performances chutaient. Puis là, ça venait en claquant des doigts. Là. C'était très difficile à prédire. Donc, tu sais, les pilotes, les écuries n'osaient pas nécessairement prendre de chance. Oui. Mais ce que je dis que je veux retourner là, tu sais, peut-être pas, mais il faut trouver un meilleur compromis. Mais si on veut pas faire mal paraître notre partenaire Pirelli, ben c'est pour ça que je dis on impose 2 arrêts. De toute façon, on se rend pas à la limite des gommes, on les change avant parce Mhm. qu'on n'a pas le choix selon la réglementation. Je sais que ça répare pas tout. Sauf que j'ai l'impression que c'est plutôt que tard, il va falloir quand même regarder ça parce que là, on va avoir. Tu sais, des voitures de sécurité, on va en avoir plus que dans les dernières années parce que là, des neutralisations à cause d'un bris mécanique, tout ça, ça va arriver, là, ça va faire partie du quotidien. Donc, l'occasion de faire ça à Suzuka pourrait se représenter. La seule chose qu'on pourrait espérer, c'est qu'il y ait une voiture de sécurité au 8e tour, puis que peut-être que le risque serait trop osé, puis là, on dirait, ah, 8e, on peut-tu vraiment se rendre jusqu'à la fin? Mais là, on l'a vu au 12e la semaine passée, à moins que je me trompe. C'est à Puis peu là, près ça, ouais, là, 13-14, dans c'est ce ça, là, on coin-là. l'a vu à 10-11 cette semaine. Donc, on étire l'élastique du côté de Mercedes, ça fonctionne. Puis là, les autres commencent à comprendre ça aussi. On le fait. Peut-être juste Red Bull là, qui peut vraiment pas se permettre, puis McLaren, ben, on le sait pas parce que on peut en parler tout de suite. Là. Mais avant, juste tu te prononces sur le spectacle. C'est une
des très, très belles courses qu'on a vues dans les dernières années, qu'on critique la façon que les dépassements arrivent. Il y avait des belles bagarres. Ferrari a animé le spectacle, pas à peu près, peut-être trop. Certains diront qu'on aurait peut-être dû être un peu plus conservateur dans notre approche chez les pilotes, mais du moins, on n'a rien gardé, là. On a vraiment, vraiment tout laissé sur la piste. Ouais, j'ai adoré ce Grand Prix de Chine, moi. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait la belle histoire d'Antonelli là, qui va chercher sa première victoire, mais pour l'action en piste, Ferrari a donné le spectacle. Et je suis très heureux qu'on ait laissé les pilotes se battre. Euh, c'est sûr qu'avec un Hamilton puis un Leclerc, là, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'au 12e tour, on ait des consignes de sécurité, mais ça a passé proche, puis les pilotes sont assez talentueux pour survivre. Non, j'ai trouvé que c'était un excellent spectacle. Et d'ailleurs, tu sais, juste pour faire un petit lien avec tes pneus que tu disais, Oui. moi, ma crainte quand on impose un deuxième arrêt, c'est que les pilotes attendent l'arrêt pour essayer de passer avec l'undercut. Ah, ça, c'est Mais plate, là, ouais. les voitures sont capables de dépasser en piste, donc c'est Mhm. différent. Là, tu sais, avant, c'était ça, c'était la façon la plus facile de dépasser, c'était on va l'avoir à l'arrêt au puits. Mais là, on est capable de dépasser en piste, donc on a une arme supplémentaire. Bon, reste à voir si on va s'ajuster durant la saison. Mais pour revenir au spectacle, j'ai trouvé que j'ai pas grand-chose à reprocher à ce Grand Prix de Chine-là. C'est sûr que moi, je suis pas au volant, je suis devant ma télévision, mais en tant que téléspectateur, même si je sais qu'il y a des dépassements qui sont un peu plus trop faciles peut-être, je trouve qu'on a eu un super Grand Prix, là. J'aime ça, moi, de voir des dépassements, fait que j'achète. Je m'interrogeais beaucoup pendant la course parce que énormément de dire ah, c'est artificiel, c'est pas de la vraie course, c'est pas. Puis là, je regardais ça pendant la sprint, puis je me dis, je comprends le côté artificiel que je vois un dépassement, mais là, c'est juste parce qu'il a utilisé sa batterie, mais l'autre, il l'a, puis il va la réutiliser. Puis je me suis mis à me dire que la différence entre cette année et la saison dernière, c'est que lorsque tu voulais attaquer un adversaire, tu sacrifiais tes pneus. Puis ça, tu peux pas les renouveler à moins quand tu vas au puits. Là, Mhm. maintenant, tu sacrifies moins les pneus. Quand tu te bats, là, on l'a vu là, dans une bagarre, c'est pas comme ah, parce qu'ils se sont battus, ben là, ils peuvent plus rien faire, puis tout le monde va les rejoindre. C'est plus, on ménage un peu plus les pneus, c'est la batterie qu'on va venir sacrifier parce que si on en dépense trop, ben, on va en payer la note. Mais ça se renouvelle. Fait que tu peux revenir quelques tours puis retourner à l'attaque. Peut-être que Charles Leclerc est allé à l'excès là, d'utiliser ses pneus, là, puis lui, après ça, il ne pouvait pas nécessairement retourner sur Hamilton après ça. Mais tu es d'accord avec ça que le compromis cette année, la plus grosse différence, c'est que lorsqu'on a une bagarre en piste, on n'est pas en train de sacrifier notre course à cause des gommes. On est juste en train d'emprunter du temps en dépensant notre batterie, mais ça va nous revenir, là. C'est quelque chose qui est renouvelable. Oui, puis ça ajoute tellement au spectacle. Puis je pense qu'on a un beau défi parce que je me rappelle du Grand Prix du Japon de l'année passée. Tu sais, on a parlé de Verstappen, il a mené toute la course. Puis Norris puis Piastri l'ont suivi à une seconde, puis ils n'ont jamais vraiment essayé de le dépasser. Oui. Et là, cette année, je pense qu'ils seraient capables de le dépasser dans la même situation. Puis Hamilton a dit on est capable de s'approcher des voitures suffisamment pour aller les chercher. Et ça, c'est ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Ouais. Euh, je trouve que oui, on a un beau compromis. Puis la batterie, comme tu dis, ben, elle se recharge. Puis si tu as des bonnes batteries, donc tout le monde sauf Honda, ben, tu sais, on s'en fait pas trop, là. Elle cassera pas la batterie, là. En tout cas, je pense qu'on peut rouler librement, là. Tu sais que la communauté italienne est très présente ici où elle fait un podcast hein, parmi nos Oui. auditeurs. Puis j'ai l'impression que c'est une grande journée pour eux. Le fait que Antonelli, premier pilote italien en 20 ans, a remporté une épreuve de Formule 1. Puis en plus, tu complètes ça avec deux Ferrari. Je sais pas si on aurait aimé mieux voir un pilote habillé en rouge, italien gagner, mais j'imagine qu'on peut pas tout avoir hein, dans un monde parfait. Là, même si on dirait ça, mais quand même, ça a été une grande journée pour eux. J'ai envie qu'on parle de Lewis Hamilton parce que ça aura pris 26 grands prix pour monter sur le Mhm. podium. C'est vraiment pas ce qu'on s'attendait le 1er février 2024, quand l'annonce a tombé qu'il partait de Mercedes pour s'en aller passer du côté obscur ou du côté rouge de la force, a décidé de se joindre à Ferrari. Finalement, 26 Grands Prix pour finalement monter sur la marche, sur une des marches du podium. Euh, Qu'as-tu pensé de ça, de cette journée-là, de voir Lewis avec le sourire, de le voir d'une façon positive? Il a réussi à se battre. Moi, pour moi, c'est le pilote d'écart de la journée. Puis je vais te laisser y aller, puis après ça, je t'expliquerai pourquoi, selon moi, c'est le pilote d'écart. Ben, je suis avec toi pour le nommer pilote d'écart de la journée. Puis c'est pas juste qu'il a terminé sur la troisième marche du podium, c'est la manière avec laquelle il est allé le chercher. Il a véritablement été meilleur qu'un pilote de la qualité de Charles Leclerc durant la course aujourd'hui. Donc, euh, Hamilton, il a encore son talent.
quand tu le mets dans des bonnes dispositions, il est capable de se battre en piste. Il nous le montre, là. On pouvait Mhm. avoir des suspicions là, avec ce qu'on avait vu l'année passée. Depuis le début de l'année, il est là. Et on va en profiter pendant que ça passe, en espérant que ça dure. Mais tu sais, aujourd'hui, il a été meilleur. Puis même en fin de semaine, tout au long de la fin de semaine, il a été meilleur que Charles Leclerc. Alors, je pense qu'il faut le souligner. Puis dans la belle bataille, tu sais, un vrai mano à mano, là, il a été plus fort que Leclerc. Donc, faut quand même y donner, là. Puis c'est une troisième place bien méritée. Puis c'était une belle histoire. Puis c'était le fun à le voir sur le podium avec le sourire et tout. J'ai trouvé là, que c'était rafraîchissant. Ça fait tellement longtemps que je dis ça. C'était rafraîchissant. Je donne le pilote des cœurs. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, la raison pourquoi je trouve qu'il a élevé son niveau, il y en a qui vont dire, ben, il y a plus de 200 podiums, il monte sur le podium, c'est-tu vraiment un accomplissement? Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été. Tu l'as dit, je pense, la dernière fois qu'il a monté sur le podium. Las Vegas 2024. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Ouais. Saison Mhm. complète sans monter, sans être capable d'être là. Euh, mais moi, où ce que je trouve qu'il a élevé son niveau, parce que oui, Descartes Incorporé, notre partenaire, qui est un leader dans le domaine de la conception d'escalier, qui aide des Québécois justement à atteindre les autres niveaux. Ben à ce moment-là, quand on regarde ce que Hamilton faisait depuis certain temps, j'ai trouvé que départ canon en Australie. Puis après ça, ben, on voyait sa Ferrari se faire larguer un peu par les autres. T'es pas nécessairement capable de suivre la bagarre entre Russell et Leclerc. Fait que je me disais comme, OK, la voiture est là, il semble mieux la comprendre, mais je ne sais pas s'il y a encore l'énergie, justement, parce que c'est très demandant, là, ces bagarres-là, même si on dépense, on parle beaucoup d'énergie de la voiture, mais je pense que les pilotes dépensent énormément d'énergie aussi à travers ces combats-là. Le cerveau se fait aller. Puis j'ai trouvé que en Australie, ben, à un moment donné, on dirait que son niveau d'énergie à lui personnel a diminué un peu pendant la course. Après ça, dans la course sprint, même chose. Il part avec une belle bagarre, il semble être dans le coup, il dit, Lewis est là. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que ça a descendu. Dans la course, j'avais vraiment l'impression, je m'étais mis une note, puis j'étais pour vous parler de ça, que ça allait se produire une troisième fois. Mais non, il a juste laissé la course venir à lui. Il a laissé Charles être un peu le jeune téméraire, un peu fou, qui veut s'énerver, qui veut tout montrer. Puis Hamilton il a dit, non, non, moi je vais me reposer. Je vais reposer ma voiture aussi, puis je vais revenir te prendre, puis toi, t'auras plus de réponse quand je vais décider de t'attaquer. Tu vas avoir justement, toi, tu vas être rendu ailleurs, tu vas avoir trop dépensé d'énergie, autant physique que ta voiture, puis là, moi, ça va être le temps de te prendre. J'ai l'impression qu'il a été très stratégique dans son approche. Puis pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il a passé à un autre niveau. Il a pris ce qu'il avait appris dans sa course de l'Australie, dans sa journée de samedi en Chine. Puis là, il s'est dit dimanche, non, non, c'est pas vrai que vous allez me refaire ce scénario-là. Puis moi, j'ai trouvé que ça a été un bel ajustement qu'on a vu devant nos yeux, là. Oui, puis le fait qu'il soit stratégique comme ça démontre qu'il y a un endroit où il peut se permettre mentalement de prendre Ouais. des choses un peu plus relaxes, sachant qu'il y a une voiture performance entre les mains, qu'il va être capable de jouer ces pions-là. Peut-être qu'il ne se sentait pas capable de faire ça l'année passée, là, quand il était encore un peu compétitif en début de saison. Après, ça a chuté. Ou dans le premier Grand Prix en Australie. Mais là, tu sais, en tout cas, moi, en fin de semaine, j'ai senti que Hamilton il était l'égal de Leclerc. Il n'y avait aucune gêne à aller se battre avec lui. Et il savait qu'il était capable d'y tenir tête puis même de le devancer. Puis si on prend ce qu'il a dit là, à la fin de la course sprint, il a dit j'ai brûlé mes pneus. Il avait terminé troisième. Peut-être qu'il a retenu les leçons. On n'a Exact. pas entendu ça aujourd'hui. C'est Charles qui s'est fait avoir C'est ça. là-dessus. Si on va y aller d'un bémol, par exemple. OK, c'est moi qui va gâcher le party. Les gens sont contents. Les fans de Lewis, avec raison, ils ont été patients. Il y en a d'autres qui l'ont été moins été, mais on attendait des résultats comme ça. Les Tifosi aussi ont été patients, ont eu les résultats. Sauf que si on regarde dans l'histoire, puis je sais que tu aimes ça, regarder dans l'histoire, Oui. puis on n'a pas besoin d'aller très loin. Je ne ferai pas appel à ta mémoire bien profonde. L'année dernière, au même moment, en Chine, ça allait bien pour Lewis Hamilton aussi. Il était souriant. Il avait eu des bons résultats dans la course sprint. Il était un peu moins heureux à la fin de la journée quand ils ont été disqualifiés. Là, c'est pas le cas. Là. Il n'y a pas de disqualification dans le cas de Ferrari. Sauf que c'est le circuit qu'il aime. Enfin, je ne veux pas dire que c'est le circuit qu'il aime le plus parce que c'est dur à suivre ça de son côté. Il y en a beaucoup. Mais quand on regarde les résultats, le nombre de poles qu'il a eu là-bas, le nombre de victoires qu'il a eu là-bas, plus que quiconque, c'est un terrain, Lewis Hamilton, qu'on était en fin de semaine. Ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'il y en a encore d'autres terrains Lewis Hamilton en Formule 1? Parce que c'est ça qui a manqué l'année passée. Chaque endroit, surtout les samedis, les gens ont dit, il est de retour, il a retrouvé ses samedis. Moi, j'ai envie de me garder une petite gêne encore. Parce que l'année dernière, au même moment, Lewis Hamilton, tout est beau.
C'était encore la lune de miel avec Ferrari. C'est après ça que ça l'a cassé. Je vais faire une comparaison. Attention là à vos oreilles, je vais nommer Sergio Perez dans la même phrase que Lewis Hamilton. Mais ce que je veux dire, c'est que après Bakou, à chaque année chez Red Bull, on pensait que Sergio Perez était un prétendant à remporter le titre. À Ouais. remporter le titre, mais on se disait, ouais, cet endroit-là, c'est parce que ça va bien chaque année. Lewis, c'est pas la même. Il y a beaucoup plus de terrain de jeu à Hamilton que Perez en a dans son coffre à outils. Mais quand même, j'ai envie de juste faire appel à la prudence de dire, au même moment l'an passé, c'était pas la misère encore pour le numéro 44. Ouais, mais je pense que maintenant, Hamilton est beaucoup plus à l'aise au volant de la Ferrari. Ça fait une grande différence. Je pense que le point majeur, il est là. Il se sent davantage chez lui là, tu sais, quand il s'assoit là, derrière le volant. L'année passée, on n'a jamais senti là, que ça a vraiment collé. Mhm. Maintenant, c'est différent. Alors, mais tu sais, c'est sûr qu'à long terme, sur la saison, ça se peut là, que Charles Leclerc, par sa jeunesse et son énergie, prenne un petit peu le dessus. Ou que Hamilton, même dans ces dernières années, des fois, il y avait des week-ends off Ouais. où on le voyait moins, tu sais. Là, ça se peut qu'il y en ait un petit peu plus. Mais bon, on va attendre. Tu as raison de faire appel à notre jugement. On va pas trop s'enthousiasmer. Mais j'ai comme l'impression qu'on est ailleurs cette année, là, Puis si je avec rajoute, Hamilton. si je rajoute à ça, la Chine n'est pas un terrain Charles Leclerc, non. Lui-même, il disait en Ouais, début de ça se week-end, peut. il disait en début de week-end, j'ai toujours de la misère à me retrouver sur ce circuit-là, je suis pas à l'aise, c'est pas mon genre de tracé, tout ça. Puis il a réussi à donné une méchante belle bagarre sur un terrain qui était pas mal plus avantage d'Hamilton dans l'histoire. Donc j'ai hâte de voir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que on a déjà hâte au prochain chapitre de cette bagarre-là, rivalité qui s'installe entre Ferrari. Puis on pourra en parler dans le entre-deux courses. Simon, tu soulevais un bon point. Comment qu'on va gérer tout ça du côté de l'écurie italienne, là? Parce que c'est peut-être une situation qui était. Tout le monde était heureux aujourd'hui. En sprint, on l'était un peu moins. Dimanche, ça s'est réparé. Mais c'est peut-être une situation qui va évoluer au cours de l'année, là, parce que est-ce qu'on va choisir, est-ce qu'on va les laisser se battre comme ça tout le long? Parce que c'est quand même l'équipe qui en prend un coup, parce que pendant ce temps-là, Mercedes se sauve à l'avant. Je pense pas qu'on aurait pu nécessairement changer la donne puis rejoindre les flèches d'argent, mais quand même, on s'aide pas en faisant ça, en se battant un l'autre. Sauf que pour le spectacle, là, hein, on va passer notre tour, on va laisser Ferrari y aller et faire ce qu'ils veulent, là, parce que pour nous autres, Absolument. pour nous autres, Battez-vous, c'était. on aime ça. Ouais, exactement, c'était super plaisant. Parlant de plaisant, mais eux autres, c'était pas plaisant pas en tout, OK? Peux-tu croire qu'Oscar Piastri n'a pas fait de Grand Prix encore cette année à part une course sprint? C'est très difficile à croire, mais c'est le cas, Et malheureusement. Ouais. avec la fin de saison qu'il y a eu, là, lui, il a besoin de monter sa confiance. Là, je le disais, en qualification, il peut. Mais là, les nouvelles voitures, là, toute l'expérience que les autres pilotes prennent, là, l'expérience que Charles et Lewis ont pris aujourd'hui, c'est immense. Tu sais, Mhm. l'expérience que Antonelli a eu à se battre avec Hamilton, on apprend à connaître nos voitures, on apprend à les connaître sur le champ de bataille. Oscar Piastri, il n'y a rien. Il n'y a pas de tour de Grand Prix. Oui, la sprint, OK, mais la sprint, c'est une gestion différente. C'est pas la mentalité pareille qu'un Grand Prix de 50 tours et plus. Là. Euh, c'est à quel point tu penses que ça peut l'affecter à court terme, mais même à long terme, là? Ben, ça retarde sa saison. C'est comme s'il Hein? démarrait avec 2 grands prix de retard sur les autres, là. Et puis celui d'aujourd'hui, l'abandon d'aujourd'hui, c'est pas de sa faute du tout, là. Donc, tu sais, Hein? on peut le blâmer pour l'Australie, là, mais aujourd'hui, il n'y a rien à voir avec ce qui lui est arrivé, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a 600 kilomètres de moins que les deux pilotes Mercedes et les deux pilotes Ferrari qui ont terminé les 2 premiers Grands Prix, là. Donc, c'est sûr que ça va faire une différence au Japon, ou puis là, après, il y a un long délai en plus. Donc, peut-être qu'on va se retrouver on va être à Montréal fin mai ou à Monaco début juin. Puis Piastri va peut-être avoir fait l'équivalent d'un Grand Prix, puis les autres vont en avoir fait 5-6. Parce qu'avec les problèmes que McLaren semble avoir, là, pas sûr qu'on va tout déterminer les Grands Prix, là. Je- Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant, puis ben, c'est ça. Faut régler ce problème-là, puis voir pendant ce temps-là, ben, il bâtit pas sa confiance, il apprend pas comment sa voiture fonctionne. Il est désavantagé versus les autres, ça c'est certain. Pour les gens, dans notre volet trajectoire technique présenté par nos amis de chez Services d'outils FGL, une compagnie de troisième génération dans le domaine de l'outillage, que ce soit pour Makita, DeWalt, Milwaukee, ou tous ces grandes marques-là, mais aussi pour réparer vos outils. Ils sont à Laval, vous pouvez les contacter. Si vous encouragez le service d'outils FGL, vous encouragez aussi le F1 podcast. C'est pas nécessairement trop technique, mais c'est les gens me demandaient pourquoi il n'a pas pris le départ, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, puis c'est surtout Norris au début qui n'était pas sur la grille, c'est que lorsqu'on va débuter un Grand Prix de Formule 1, on ouvre la ligne des puits.
Les voitures peuvent faire un tour, se rendre, se positionner sur la grille pour le départ, ou sinon, des fois, on peut reprendre la ligne des puits et faire un autre tour. C'est pas une séance d'essai libre, mais on peut quand même déceler des choses ou faire des petits ajustements ou voir s'il y a quelque chose qui cloche. Du côté de Norris, on pouvait pas lancer la voiture, on avait un message d'erreur. On essayait de remédier à ça. Finalement, ce qui arrive, c'est qu'à longue, cette fenêtre-là, pour sortir des pluies, ben, elle se ferme parce qu'on veut pas que des voitures se promènent constamment. Maintenant, on veut commencer justement ce spectacle-là avec les gens, les entrevues, puis toutes ces choses-là. Donc, à ce moment-là, ben, on n'a pas réussi à préparer la voiture à temps. On a travaillé fort du côté de McLaren pour remédier au problème. Finalement, c'est jamais venu. Mais entre-temps, on a trouvé qu'on en avait un aussi sur la voiture de Piastri qui était déjà positionné sur la grille. Comble du malheur, c'est que ces deux problèmes-là ne sont pas liés. C'est pas le seul lien qu'ils ont, c'est que c'est lié au groupe motopropulseur, mais c'est pas le même problème. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour l'équipe Orange Papaye. Puis j'ai envie de dire que c'est pas une bonne nouvelle pour n'importe qui a un moteur Mercedes, même si l'écurie principale n'a pas été frappée encore nécessairement par ça, c'est quand même quelque chose qu'on regarde, puis on se dit, ben, pendant ce temps-là, les erreurs arrivent ailleurs, puis nous autres, on peut peut-être trouver des solutions à ça. Mais c'est quelque chose qui va être à regarder attentivement. Oui, Mercedes a un avantage net depuis le début de la saison, mais on a quand même des problématiques qui sont arrivées sur certains de nos groupes motopropulseurs sur la grille et on n'est pas à l'abri de ça. On l'a vu pendant la séance de qualification, on s'en est très bien sorti du côté des flèches d'argent, mais il y a quand même quelque chose à rester en arrière de la tête que cette situation-là pourrait devenir un facteur au cours de la saison, dans ce début de saison, dans les prochains Grands Prix. Si on regarde du côté de McLaren, ben aussi, on a perdu énormément de temps. On dit Piastri, mais l'écurie aussi a perdu ces données-là importantes. Donc, ça sera pas évident de se relever de ça. Du côté de Red Bull, ben, on a eu le même problème. On complète pas des épreuves. Puis du côté de Max Verstappen, ça a été encore une fois un départ raté à cause du moteur qui décide de commencer après tout le monde. Puis après ça, ben, pendant la course, ben, c'était pas évident. On est obligé, tu le disais tantôt, on est obligé de rentrer. On s'est fait avoir entre au 10e ou au 9e tour, puis après ça, il y a voiture de sécurité tout de suite après. Pire scénario possible pour lui. Ouais, ouais. C'est fait avoir là-dessus, donc ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé pour son moral. Puis après ça, ben, au 40 quelquième tour, 43e tour, quelque chose comme ça, finalement, il n'était plus capable d'avoir de la puissance de son moteur, donc on lui a demandé de retirer la voiture. Qu'est-ce que tu penses là, du début de saison de Red Bull qui se retrouve derrière Haas au classement? Encore une fois, on revient sur les propos de Toto Wolff qui positionnait l'écurie autrichienne comme la meilleure. Si t'as peut-être pas nécessairement gobé tout ce que Toto Wolff te dit dans la pré-saison, t'as certainement pas cru qu'il serait derrière Haas après 2 Grands Prix. Non, ça, tu as bien raison. Disait quand même beaucoup de bien de Haas, mais pas à ce point-là. Red Bull, et je pense que c'est encore le cas, là, mais tu sais, on les mettait dans le top 4, là, tu sais, les 4 meilleures équipes. Là, en fin de semaine, non. En fin de semaine, on était clairement derrière les McLaren, qui étaient clairement derrière les Ferrari, là, tu sais, c'est à ce point-là. Et Verstappen est tellement frustré de la situation qu'en ce moment, il se défoule contre les nouveaux règlements, là. Il frappe Ouais. ces nouveaux règlements sur la nouvelle façon de conduire. À un moment donné, je pense qu'il va changer de cible. Et là, il n'aura pas le choix d'être frustré contre son équipe. Là, Ouais. ça pourrait se mettre à mal aller. On verra bien. Ah, c'est bon le point que t'emmènes. C'est bon le point que t'emmènes parce que c'est vrai que la faute aujourd'hui, c'est pas la nouvelle réglementation. OK, indirectement, oui, c'est des nouveaux moteurs, tout ça, mais la faute, c'est que son moteur est pas capable. Les autres sont capables de faire des départs. Lui, C'est ça n'a pas ça. l'air d'être une possibilité. Puis après ça, ben, sa voiture mange les pneus. Ça, c'est un facteur qui a toujours existé en Formule 1. Là. C'est pas nouveau à cause de la réglementation. Puis même la nouvelle réglementation semble aider les écuries à gérer leurs pneus, du moins les mettre dans la bonne fenêtre de température. Donc, tu as raison aujourd'hui. Moi aussi, j'ai pas trop embarqué dans tout ce qu'il a dit parce que je me suis dit, c'est un gars qui était frustré avec raison. Il n'y a pas grand-chose qui a bien fonctionné pendant son week-end, puis on sait à quel point il est compétitif, puis il s'en est pris à la réglementation. Mais je pense que tu fais bien de dire que c'est une question de temps si ça se règle pas avant que ces flèches-là soient dirigées à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un de pas mal plus près de lui dans les garages. Là. Ouais, puis c'est surtout que tu sais, il y a quelque chose d'un peu futile là, toujours s'en prendre à une nouvelle réglementation parce que Ouais. veut pas, là, on en a pour plusieurs années avec ça. Là, tu sais, puis c'est pas Max Verstappen, aussi bon soit-il, qui va changer ça. Alors, il n'aura pas le choix de s'adapter. S'il veut juste être frustré contre les nouveaux règlements pendant des années et Mhm. des années, là, c'est pas très positif non plus pour s'améliorer en tant qu'écurie, là. Non, puis beaucoup d'excuses, hein. T'entends Laurent Mekies, puis pas d'excuses dans le sens c'est pour ça que ça arrive. Je veux dire, tu sais, quand il y a une mauvaise performance, il prend le micro puis il s'excuse à Max Verstappen. On n'entendait pas. Ouais, ben ça, à un moment donné, ça fait Ouais. son temps aussi, là, tu Oui, sais. mais c'est ça, mais c'est une autre approche. Te rappelles-tu de mémoire d'avoir entendu Christian Horner Non, s'excuser à Max? non, non, non. Hein? Puis même pas.
des fois, d'autres écuries, tu sais, McLaren l'a fait, là, tu sais, on s'est excusé à nos pilotes, mais Toto Wolff a demandé après une accumulation de mauvais Grands Prix, s'excuser à Lewis. Là, mais... au premier revers comme ça, là, ou Ouais. au deuxième Grand Prix, c'est tôt, là, pour s'excuser, là. Je veux qu'on a nommé le pilote des cœurs, je veux qu'on nomme notre pilote du jour, puis c'est la question, c'est notre question du jour présentée par Sona Viking. Donc, je veux que les gens puissent se prononcer aussi sur qui a été leur pilote de la journée en Chine. On va avoir des choix de réponse. Il y a plusieurs bonnes réponses, j'ai l'impression, parce que si quelqu'un choisit Lewis Hamilton, ben c'est valable. Si quelqu'un choisit Kimi Anthony, moi je pense que c'est très valable. Une première victoire en Formule 1, c'est quelque chose, surtout dans les circonstances qu'il a fait à partir de la pole, puis réussir à gagner l'épreuve. Donc, Oliver Burman. Tu sais, je trouve qu'on n'en a pas parlé Ah beaucoup. oui. Tu sais à quel point je l'aime beaucoup, Burman. Fait que des fois, j'ai l'impression que je veux juste me lancer des fleurs. Mais je le trouve très, très bon. Je le trouve très bon. Ça fait longtemps que je Et le moi, de dis. plus en plus, hein, Ouais. même, je vais te dire, en qualification, quand j'ai vu sa position, je m'attendais à mieux. Attends une minute, là, c'est une rase. Donc là, ça démontre que je suis comme, OK, là, je Les commence à attentes. m'attendre à des belles choses de la part de Berman continuellement, là. Ça démontre son niveau de pilotage élevé, là. Mais moi, j'ai envie de dire, là, Oliver Burman qui continue son ascension, mais qui continue surtout sa démolition d'Esteban Ocon. Ouais. C'est Oui, incroyable, là. oui. Il est en train de le mettre en pièces détachées, de le mettre dans une boîte. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec lui. Il est vraiment stable, là, Oliver Burman. C'est un beau talent à regarder pour Ferrari pour le futur. Pendant qu'on voit justement des Antonelli, des Hadjar qui ont eu des promotions, il va falloir qu'on commence à regarder ça sérieusement du côté de Ferrari. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeune pilote-là? On peut être patient, on a la façon de l'être, puis il n'y a pas une mauvaise voiture présentement. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté de la Scuderia parce qu'on se dit, il perd pas son temps, puis il se démotive pas, il continue de se développer. Pendant ce temps-là, Ocon sur Colapinto, comment tu as trouvé ça? Il me semble que c'est pas la première fois qu'on voit Esteban Ocon essayer des dépassements comme ça. Ça m'a rappelé circonstances différentes, mais tu te rappelles sûrement quand il avait voulu plonger à l'intérieur, là, lorsque Max Verstappen menait une épreuve, puis, Oui, oui, oui. puis après ça, Ocon avait essayé de ressauter à l'intérieur. Je trouve ça, c'est sournois, il ne voit pas l'autre. C'est pas l'endroit pour faire ça, en tout cas. C'est pas l'endroit pour le faire, puis espérer qu'il n'y ait pas de contact, puis de ne pas être pénalisé non plus. J'ai quand même trouvé ça moins pire que Sergio Perez sur Valtteri Ça, Bottas, c'est la là. pire. Je m'emmenais à ça. Ben, c'est la pire. OK, regarde, on va laisser tomber Colapinto puis Ocon. On va le faire vite, mais Perez, écoute, déjà, vos Ouais, voitures roulent pas, puis tu ouais. t'en vas. Ah, ça, c'était pas fort, ça. T'embauches des pilotes vétérans pour éviter ces Ouais. situations-là. Deuxième Grand Prix, balagne. Ah, ça, c'est le moment épouvantable de la Non, c'est journée. pas, c'était, en tout cas, honnêtement, c'est pas, on pourrait taper sur Perez pendant longtemps, là, mais c'était vraiment pas beau à voir, là, tu sais. Non, il Puis m'a en plus, rappelé. Il manquait juste une voiture rose, puis ça me rappelait tellement son passage en F1 dans le temps de Force India, puis avec Ocon. Là. C'était drôle de voir Ocon faire ça aujourd'hui, mais l'autre sur son ouais. coéquipier en commençant la course en non-Pérez, ça, c'était pas fort. Alonso était obligé de se retirer à cause qu'il il sentait plus sa main. Donc, les problèmes se multiplient du côté de l'écurie verte. Mais ton pilote du jour, on veut le savoir que... Kimi Antonelli, pour ce Ouais. qu'on a dit plus tôt, là, quelle superbe performance. Tu sais, la course, c'était la sienne. Ça n'a jamais fait de doute. Quand Russell a voulu le rattraper, il n'y a eu aucune chance, le Britannique. Franchement, je ne pouvais pas donner. Pour une première victoire, là, c'était épatant. Moi, j'ai mis Antonelli aussi, mais je comprends si vous avez pris Berman, si vous avez pris Gasly, si vous avez pris... On va les mettre dans les choix. Envoyez-nous ça, votre choix, puis vous pouvez le marquer dans les commentaires aussi. C'est notre question du jour présentée par Sona Viking, qui sont à Laval. Ils ont une salle de monde pour les amateurs de bain vapeur, de sauna, ceux qui aiment ça avoir chaud, mais aussi, surtout, récolter tous les bons côtés que ça a sur la santé. Donc, ils sont à Laval. Prenez votre rendez-vous sonaviking.com sur leur site Internet. Et toi, mon cher Simon, ben, je te remercie d'avoir été là encore une fois cette semaine. Nous, on va se reparler vendredi. Les gens vont avoir la chance d'entendre l'épisode entre deux courses. Puis on va être capable de retourner sur plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps de toucher aujourd'hui. C'était un week-end sprint, c'est toujours très chargé. Mais on va avoir plein de bons sujets pour l'épisode de vendredi. Donc, je te souhaite une excellente semaine. Toi aussi. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 16 mars. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube, Amazon Music, et bien sûr, cliquer sur la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C.
Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.